Merci d'être avec nous. L'événement, c'est la première réaction de Vladimir Poutine au plan Trump. On va l'entendre dans un instant. On verra aussi les images de terrain puisque les combats sont très acharnés. Et d'abord, la conversation inouïe, celle qui fait scandale, sensation en tout cas, entre l'Américain Witkoff et le Russe Ushakov. Conversation qui a fuité. Vous êtes l'homme qu'il faut pour en parler. Bonsoir Gérard Haro. Bonsoir. Vous signez Leçon de diplomatie, la France face au monde qui vient. C'est chez Talandier. Et vous êtes vraiment la personne la plus à même de commenter ça parce que vous avez traité avec l'administration Trump. Première version, donc vous avez l'expérience de ce que ça signifie. Qu'on comprenne bien les enjeux. C'est l'enregistrement donc, qui a été divulgué, qui révèle la conversation téléphonique entre l'Américain Witkoff et le principal conseiller du Kremlin, Ushakov. C'est le 14 octobre et ils se parlent de façon très libre, très désinhibée. Écoutons cet extrait qui est ici recomposé, mais évidemment ce sont les propres mots de l'un et de l'autre. Mon ami, je voudrais juste ton conseil. Tu penses qu'il serait utile que nos patrons se parlent au téléphone ? Voici ce qui serait formidable. Il pourrait dire au président Trump, vous savez, Steve et Yuri ont discuté d'un plan de paix très similaire, en 20 points. J'ai dit au président que la Russie a toujours voulu un accord de paix. Tu sais que j'ai le plus profond respect pour le président Poutine. De toi à moi, je sais ce qu'il faudra pour conclure un plan de paix. Donetsk et un échange de territoire, quelque part. Gérard Haro, est-ce que ça vous étonne ? Non, ça ne m'étonne pas parce que moi je me suis trouvé 2 ou 3 fois dans la situation un peu du russe, c'est-à-dire j'avais un haut fonctionnaire, un très haut fonctionnaire américain qui m'appelait et qui me conseillait pour savoir comment traiter Donald Trump, comment le président de la République devrait traiter Donald Trump. Et c'était quand même des moments assez étonnants. Vous aviez un Américain vous disant « et il faut toujours commencer par un compliment ». Vous voyez, à un moment, j'ai eu dans mon bureau le porte-parole de la Maison-Blanche venant me voir spécialement en me disant, voilà, c'est formidable la relation entre Donald Trump et Emmanuel Macron, mais le matin, à 6 heures du matin, Trump est réveillé et on ne le contrôle pas. Est-ce que le président Macron pourrait l'appeler à 6 heures du matin, heure de Washington? Non, le problème, Donald Trump est une personnalité tellement imprévisible, tellement susceptible, que tous ceux qui travaillent pour Donald Trump, d'une certaine manière, essayent d'éviter le pire et donc conseillent aux étrangers comment se comporter, ne pas le prendre de haut, par exemple. Votre réaction surprendra, parce que le commentaire, disons, convenu qu'on entend dans la plupart des médias depuis quelques heures, c'est « regardez, c'est incroyable, l'Américain trahit en quelque sorte son propre camp ». Non, c'est une façon de fonctionner, en tout cas, courante autour de lui. Ah ben, moi, je dis que absolument pas, il trahit pas, absolument pas. D'un côté, il y a cette manière de faire avec Donald Trump, parce que tout le monde sait bien qu'il peut partir dans toutes les directions, donc pour essayer d'éviter le pire, il est sensible aux flatteries. Vous savez, le secrétaire général de l'OTAN qui l'appelait papa à un moment. Et puis, de l'autre côté, j'ai l'impression que on oublie quelles sont les positions américaines. La position américaine, c'est nous voulons nous dégager de la guerre d'Ukraine, qui n'est pas la nôtre. Deuxièmement, les Russes vont gagner et les Ukrainiens risquent de perdre. Donc, troisièmement, il faut un compromis le plus rapidement possible. Et ce compromis sera éventuellement favorable à la Russie, parce que quatrièmement, nous, les Américains, on veut faire des affaires avec les Russes, et notamment en termes de matières premières, les terres rares, etc. Est-ce qu'il y a quand même, cependant, dans l'administration américaine, 2 tendances ? On croit comprendre qu'effectivement, Witkoff est la tendance qui veut aller vite, et peut-être à tout prix avec les Russes, et qu'il y a l'autre tendance, celle de Rubio, secrétaire d'État, qui lui est un peu plus méfiante. Oui, je pense, parce qu'au fond, Rubio, c'est le parti républicain classique. Et c'est vrai qu'au Congrès, vous avez vu, ils sont prêts à voter à 86 contre 14, des sanctions très fortes contre la Russie. Ils restent marqués par l'hostilité à la Russie. Donc Rubio a vendu son âme, mais quand même, au fond de lui, il reste ce républicain classique. Et de l'autre côté, vous avez les MAGA, vous avez les Trumpistes, qui n'en ont rien à faire de l'Ukraine, et vous avez donc Witkoff qui fait ça comme si c'était un accord pour vendre un appartement. Lui, c'est plutôt vendre une tour sur Manhattan. Écoutons l'autre conversation, c'est celle qui est de l'échange entre Witkoff, toujours l'américain, et c'est entre les 2 Russes, c'est-à-dire c'est Ushakov et Dmitriev, où on comprend quand même qu'ils se disent qu'ils manipulent, ou en tout cas qu'ils pourraient manipuler les Américains. On va juste faire ce document à partir de nos positions et je le transmettrai de façon informelle. Qu'ils fassent comme si c'était à eux. Ils pourraient le déformer plus tard. Il y a ce risque. On fera tout soigneusement. Voilà, ils se disent c'est cuit, c'est du tout cuit.
Oui, parce que, de nouveau, c'est pas par des questions de trahison, ou c'est tout simplement, ils ont en face d'eux des Américains qui veulent lâcher l'Ukraine, mais qui veulent le lâcher honorablement, et les Russes, là, essayent d'utiliser cette volonté américaine de se tirer de ce conflit, de s'extraire de ce conflit. Est-ce qu'il y a là, au fond, une tradition? C'est ce que vous dites est très frappant, parce que généralement, en Europe de l'Ouest, on a tendance à classer très différemment les présidents américains. Est-ce que là, il est le continuateur d'une ligne américaine? Il est le continuateur de ce qu'a été la politique étrangère américaine de 1797 à 1941. Pendant l'entre-deux-guerres, vous savez que j'ai écrit un livre là-dessus, où les Français et les Anglais n'ont cessé de supplier les Américains de les aider à faire face au renouveau allemand. Les Américains s'en moquaient éperdument. Donc les États-Unis, on revient à cette politique américaine qui est de dire « ça ne nous intéresse pas, l'Estonie, l'Ukraine, c'est votre problème les Européens », mais en revanche, le continent américain, ça c'est à nous. Expliquez ça, parce que dans notre vision, généralement, on se fait l'illusion que peut-être qu'ils traînent un peu les pieds, peut-être qu'ils entrent en guerre un peu tard, mais enfin, en gros, ce sont nos alliés toujours, nos alliés naturels. Pas du tout, ça n'a pas été nos alliés du tout. Vous savez, en juin 1940, au moment où nous sommes submergés par les Allemands, le président du Conseil français, Paul Reynaud, envoie le 14 juin une lettre très émouvante à Roosevelt disant « Nous sommes les démocraties, nous défendons vos valeurs, nous sommes en train de sombrer ». Il n'y a pas eu de réponse américaine. On oublie souvent que les États-Unis ne sont intervenus dans la guerre. Ils ne sont pas intervenus dans la guerre. C'est les Japonais qui les ont attaqués et les Allemands qui leur ont déclaré la guerre. La tradition diplomatique américaine, c'est celle d'un isolationnisme plus ou moins rigoureux. Est-ce que ça veut dire qu'encore aujourd'hui, ils considèrent, à tort ou à raison, que le Donbass, là, c'est pas une moitié de l'Europe comme à Yalta, c'est le petit Donbass. Au fond, c'est la zone d'influence russe. Oui, ça leur est totalement indifférent. Et d'ailleurs, ils sont prêts à lâcher aussi de Donetsk. Ils sont prêts, pour eux, c'est des détails. Mais il y a quand même aussi ce point très central, et qui est aussi que les militaires américains, ils sont convaincus que les Ukrainiens sont en train de perdre. Et que donc si on attend, ce ne sera pas seulement le Donetsk que perdront les Ukrainiens, et qu'il faut donc signer le plus rapidement possible pour l'intérêt même de l'Ukraine. Moi, je ne sais pas s'ils ont raison, mais c'est ceux qui dirigent sous-tend leur politique. On va écouter Donald Trump qui est tout à fait dans le ton que vous dites sur les concessions qui devront être faites, des concessions territoriales. Quelles concessions la Russie devrait-elle faire ? Eh bien, elle fait déjà des concessions. Sa principale concession, c'est qu'il cesse les combats et qu'il renonce à conquérir de nouveaux territoires. Cette guerre n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Rien n'a été fait pour l'empêcher. C'est stupide que ce soit arrivé. Gérard Haraud, au fond, quand il dit la principale concession des Russes, c'est qu'au moins ils renoncent à conquérir de nouveaux territoires. Il a déjà entériné le fait, en tout cas, qu'ils resteront là où ils sont. Naturellement. Et ça, c'est au minimum pour lui. Et ça, depuis le début de sa volonté d'essayer d'établir la paix, les Russes conserveront les territoires. Mais vous savez, le chef d'état-major de l'armée américaine, en 2023, donc sous Joe Biden, disait... Les Ukrainiens ne peuvent pas reconquérir les territoires perdus. Il y a quand même aussi une nécessité quand même de réalisme. Je ne sais pas si vous avez vu la déclaration de la haute représentante pour la politique étrangère, Madame Kallas, qui dit il faudrait que la Russie réduise son armée. Non, mais on est où là? C'est pas comme ça que l'Europe va devenir une puissance géopolitique. Vous dites ça, c'est une Europe qui se fait plaisir, qui se fait plaisir par des déclarations qui n'ont aucun effet, qui sont pleines de vertueuses. Des déclarations vertueuses, mais qui n'ont pas de sens, qui n'ont aucune prise sur la réalité. Mais on peut dire, on n'est pas cynique, on défend nos valeurs, mais de manière totalement platonique. Et je recommande votre livre parce qu'il aide à comprendre cela, c'est-à-dire cette Europe qui veut absolument être un modèle de vertu, mais elle s'enfonce là-dedans. Ah là, non, c'est quand même étonnant. Il y a cette guerre depuis 3 ans, il n'y a toujours pas de plan de paix européen. Les Européens se contentent de dire il faut reconquérir les territoires perdus, ce qui est évidemment irréaliste. Comment vous comprenez ça à l'échelle de l'Europe ? L'Europe a été faite de grandes puissances coloniales, très agressives. La France, l'Angleterre. Et là, aujourd'hui, on est à l'autre extrême, c'est-à-dire une sorte de puritanisme moral qui aimerait faire la leçon au monde entier. Je dirais que c'est en partie parce que nous avons produit et donné au monde 2 guerres mondiales et un génocide. Et je pense qu'il y a eu en 1945 une sorte de sursaut européen sur lequel plus jamais ça. On est en 2025, 80 ans ont passé. Non, mais vous avez tout à fait raison. Mais cette période a été un paradis. Ça a été la plus longue période
période de paix, de prospérité, de liberté depuis la chute de l'Empire romain. Et donc, d'un seul coup, vous demandez à ces Européens, eh bien, c'est fini. Maintenant, comme dit le chef d'état-major, il faut réarmer, il faut se préparer au pire. Voilà, c'est comme Madame du Barry sur l'échafaud. Encore un moment, Monsieur le bourreau. Évidemment que les Européens reculent devant l'effort, le risque qui se présente maintenant à eux. Comment Poutine va-t-il réagir? Regardez ces images. Il est dans les marches de ce qui était son ancien empire soviétique, c'est-à-dire le Kirghizistan. Est-ce que vous êtes déjà allé au Kirghizistan? Le Kirghizistan. Oui, au Kirghizistan. Vous êtes déjà allé à Bishkek, la capitale du Kirghizistan? Ça me manque. Ça manque à votre beaucoup. culture. Voilà. Les prochaines vacances. Très bien. Eh bien. Vous irez à Bishkek. Je vous signale ils ont très bonne croissance, 9%, avec un PIB de 17 milliards. Voilà. C'est plus équilibré que la France. C'est beaucoup plus petit, mais c'est plus équilibré en termes d'endettement. Regardez cet accueil tout à fait triomphal. Quand il va là, je ne sais pas si on peut voir la carte dans un instant, c'était l'ancien empire. Hein. Est-ce qu'il y a une petite nostalgie d'après vous? Oui, il y a une nostalgie, mais en même temps, ça ne marche plus. Parce qu'en Asie centrale, vous avez des pays qui commencent surtout après l'attaque de l'Ukraine, qui commencent à avoir peur pour eux-mêmes, parce qu'il y a de grosses minorités russes, notamment au Kazakhstan, et donc ces pays sont obligés, ces pays sont entre l'enclume russe et le marteau chinois. Donc ils essayent de préserver leur indépendance, mais c'est pas facile. Et évidemment, les Russes ont des retours coloniaux dans cette zone. On est au cœur du sujet. On va d'abord entendre sa déclaration du jour. Et ensuite, ce qu'il avait déclaré à Gilles Boulot et à Jean-Pierre Elkabbach il y a de nombreuses années là-dessus. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'il rêve de reconquérir? Quand on voit cette carte ensemble, est-ce qu'il rêve d'avancer, que ce soit dans les pays baltes, de reprendre un certain nombre de territoires? Écoutez d'abord sa déclaration du jour, qui est évidemment pour l'instant, très vague. J'espère que tout ira bien compte tenu des événements récents. Je vais dire publiquement ce que j'ai dit aux Américains. S'ils font preuve de délicatesse et comprennent qu'il s'agit d'une question complexe qui nécessite des décisions complexes. Je pense qu'ils comprennent cela, mais nous en parlerons plus en détail maintenant. Regardez à quel point Loukachenko est décontracté, ouais. Et vous avez un Poutine qui est tendu. Au fond, ce jeu-là, ce qui vient d'arriver, Zelensky l'a très bien joué, c'est-à-dire qu'il a accepté de négocier sur la base de ce plan américain. Il a fait le bon élève. Il a fait le bon élève et il avait raison. Il a compris, en face de lui, il a des négociateurs à l'ancienne qui présentent un texte inacceptable et ils sont prêts à négocier. Donc il a obtenu, et maintenant il y a un texte qui apparemment est agréé entre les deux, et donc ça va être, on rejette le mistigri part du côté des Russes. Et donc ça voudra dire que cette négociation n'aboutira nulle part, mais on ne pourra pas dire que c'est la faute de Zelensky. Et ça c'est très important pour face à Trump. Est-ce que Poutine attend le moment? Il est en train de tirer sur l'élastique, mais à un moment donné, quand même, il va dire allez, je prends ma mise, je prends ce que j'ai gagné, ou est-ce qu'il va continuer comme ça jusqu'au bout? Moi, je pense que, honnêtement, Trump lui offre sur un plateau, d'ailleurs, un accord qui pourrait être très favorable, et notamment en termes de pas l'OTAN, les frontières, etc., et de Donetsk. Et si Poutine ne l'accepte pas, c'est parce qu'au fond de lui-même, il pense qu'il va gagner la guerre et qu'il va tout prendre. Donc, il ne veut pas ramasser ses gains. Il va gagner la guerre parce que Trump, on le voit bien, va se lasser tôt ou tard, parce que les Européens ne veulent pas mourir pour l'Ukraine et ne fournissent pas les efforts nécessaires, et parce qu'il est convaincu et les sondages lui donnent raison, que les Ukrainiens sont épuisés. Les sondages sont quand même très révélateurs d'une fatigue normale, d'un peuple qui est massacré, bombardé maintenant depuis presque 3 ans. Jusqu'où va le désir de reconquête? J'aimerais que vous entendiez cet extrait de l'interview. C'est Vladimir Poutine qui répondait à Gilles Boulot et à Jean-Pierre Elkabbach. Et il répond sur la fameuse formule, vous savez, célèbre, où il avait dit une fois... Ceux qui n'ont pas de cœur... Voilà, celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur, celui qui voudrait la rétablir n'a pas de tête. Mais il dit, le problème, c'est les 25 millions de Russes qui sont devenus des étrangers. Écoutez-le. On sait ce que vous avez dit. Quand l'Union soviétique s'est écroulée, l'éclatement de l'Empire soviétique, qu'avez-vous dit, a été la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle. Ça a été beaucoup interprété. Et vous avez dit, celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur. Et celui qui veut la reconstituer n'a pas de tête. Or, vous avez une tête. Et quelle tête? Qu'est-ce que vous proposez? Le nationalisme russe? Un empire russe sur les frontières d'avant?
Non, nous n'envisageons ni de soutenir le nationalisme russe, ni de reconstituer un empire. Quand je disais que la disparition de l'URSS était une des plus grandes catastrophes du XXe siècle, une catastrophe humanitaire avant tout, je voulais dire qu'en URSS existait une population qui, quelle que soit son origine ethnique, vivait dans un pays uni. Par contre, après sa dissolution, 25 millions de personnes d'origine russe se sont retrouvées d'un jour à l'autre dans des pays étrangers. Et cela a été une vraie catastrophe humanitaire, pas politique ou idéologique, simplement un problème d'ordre humanitaire. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ordre humanitaire? 25 millions, hein, c'est-à-dire tous les Russes ou russophones qui sont en dehors, c'est son obsession. Oui, en même temps, c'est un prétexte qu'il s'offre en or. Ça lui permet de dire, quand il le veut, de dire « Ah ben là, les Russes en Estonie n'ont pas les mêmes droits que les Estoniens », ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Et donc, je viens défendre le nationalisme russe, les Russes. C'est la même chose, ça a été utilisé pour l'Ukraine. Et d'ailleurs, pour revenir sur les pays d'Asie centrale, ils savent très bien qu'eux aussi ont des minorités russes et que ça pourrait devenir un prétexte pour une intervention russe. Est-ce qu'il y a là un vrai point d'inquiétude, qu'on soit rassuriste ou alarmiste, le général Mandon qui dit il prépare quelque chose. J'aimerais qu'on reprenne la carte pour bien qu'on situe les choses. Au nord de l'Europe, le long des pays baltes, disent les militaires sur nos plateaux, c'était les 3 pays baltes qui sont là, qui sont là-haut, en haut de ce nouveau rideau de fer depuis en 2025, et ils disent il y a une concentration de troupes et d'infrastructures militaires dans cette région-là. Ça a un sens. Bon, d'abord, on a un Poutine qui a utilisé la force, et pas seulement en Ukraine, hein, qui visiblement ne recule pas devant l'usage de la force en Géorgie, en Syrie, là, en Crimée. Là, c'est l'OTAN. Mais si vous regardez la carte en même temps, d'abord l'Estonie, la Lettonie, c'est 1 800 000 habitants, c'est 20% de Russes. C'était là que les militaires russes prenaient leur retraite. C'est 20% de Russes, et ce sont des pays évidemment sans profondeur stratégique. Et imaginez, vous avez l'OTAN, comment venir au secours de l'Estonie ? Ils peuvent conquérir l'Estonie en quelques jours. Et nous, comment pourrons-nous réagir ? Il y a une angoisse du gouffre. Quand on entend les généraux français, des gens comme Mandon, à la caméra et hors caméra, on a la sensation qu'ils sont devant un gouffre et qu'ils ont réellement peur. C'est-à-dire, si demain les Russes attaquent, théoriquement, en termes de traité d'alliance de l'OTAN, la France devrait réagir. Elle entrerait en guerre ? Alors, la question est intéressante parce que si, par exemple, ils prennent un gage en Estonie, aussitôt l'Estonie va à Bruxelles au Conseil de l'OTAN en disant « Vous devez venir à mon secours, article 5 ». Est-ce que vous pensez que les Européens vont venir au secours de l'Estonie ? Les États-Unis, certainement pas. Trump ne va pas faire la guerre pour l'Estonie. Et nous ? Que diront les Portugais ? Que diront les Français aussi ? Or, si vous ne venez pas au secours de l'Estonie, ça veut dire que l'OTAN est mort. Parce que ça veut dire que l'article 5 n'a aucune valeur. Et là, c'est le scénario catastrophe. Ça, c'est le vrai scénario catastrophe. Et la mort de l'OTAN, c'est la victoire de la Russie. C'est ce que cherche la Russie, évidemment. De prouver que la garantie de l'OTAN n'a aucune valeur. Ce qui obligera ensuite tous les pays à en tirer les conséquences et à aller à Moscou. Et donc, vous verrez, les malheureux, les Roumains, les Lituaniens, les autres, ils iront à Moscou, ils iront à Canossa. C'est très frappant, parce que là, en une minute, vous venez de décrire ce qui est le scénario du pire. Et on comprend effectivement qu'on approuve ou non les propos généralement non, etc., peu importe, mais on comprend, disons, le cheminement dans leur tête qui se disent ça, c'est le désastre. Parce que pendant maintenant 80 ans, d'une certaine manière, on n'a pas imaginé une guerre sans les États-Unis. Hein. Et là, on est obligé, nous les Européens, qui avons économisé sur nos budgets de la défense, avec des opinions publiques qui ne sont pas du tout prêtes à faire la guerre, et qui reculent devant l'idée de faire la guerre, surtout faire la guerre pour l'Estonie ou la Lettonie, vous avez des militaires qui n'ont pas les moyens militaires, qui n'ont pas le peuple, la nation derrière eux, et qui donc s'inquiètent à juste titre. C'est quand même très gênant de baisser les yeux. La scène que vous imaginez, s'ils vont à Bruxelles en disant aidez-nous, c'est vraiment que les Français, les Allemands vont baisser les yeux en disant c'est compliqué, on va voir, on va faire un communiqué. On va condamner, oui. On va vous envoyer des armes. On va vous envoyer des armes. Voilà. Alors, cela étant, pour être un peu moins catastrophiste, il se trouve que nous avons en Estonie, je crois par exemple, des soldats français. Ouais. Quelques centaines de soldats français. Et ils sont ce qu'on appelle le détonateur, ce qui n'est pas très élégant, ce qui veut dire que si les Russes attaquent l'Estonie, tôt ou tard, ils risquent de tuer des soldats français, des soldats espagnols, je crois. Or, si on tue des soldats français, là,
d'une certaine manière, nous sommes entraînés dans la guerre. Les Français, nos soldats se font tuer. Donc il y a quand même cet aspect que nous avons anticipé quand même. Et est-ce que l'hypothèse de l'hubris totale existe pour vous? Poutine a 73 ans, il est au pouvoir depuis plus de 25 ans maintenant. Est-ce que l'hypothèse existe parmi toutes, hein? Peut-être qu'il est seulement malin, manœuvrier, qui veut simplement augmenter sa zone, mais qu'il soit beaucoup plus que ça. Moi, je pense que ce n'est pas de l'hubris, mais c'est un homme qui prend des risques. C'est ça qui est caractéristique. Inconsidéré parfois. Voilà, des risques inconsidérés qui ne reculent pas devant l'usage de la force. Parce que, par exemple, l'annexion de la Crimée, je ne sais pas si on se rappelle, mais ça a été quelque chose d'extraordinaire. D'abord, il a menti, très audacieux, et il a fait ce que l'on ne fait pas. Il a menti, il a dit non, il n'y a pas de soldats russes en Crimée. Et cette manière, cette opération, on a un peu l'impression qu'il est resté colonel du KGB. Il se comporte comme un colonel du KGB, mais pas comme un général. Et c'est ça qui est un peu inquiétant. Du coup, il peut être lancé dans des aventures. Vous imaginez si quelqu'un lui dit allez, on va occuper Narva à la frontière de l'Estonie et tu vas voir, ils vont pas réagir. Voilà, il peut y aller. Hein. Ce côté colonel du KGB, parlons-en, puisque c'est le scandale d'espionnage, le énième scandale d'espionnage qui a éclaté avec les révélations de plusieurs médias, en particulier parisiens, sur ces agents supposés, mais enfin la supposition est quand même très très marquée, notamment de cette association SOS Donbass. Alors on pouvait se douter, hein, SOS Donbass, disons, il y a le soupçon, la présomption de culpabilité est quand même assez forte. Quoi qu'il en soit, il y avait le colleur d'affiche, il y avait plus que ça quand même, hein. C'est-à-dire la tentative de débaucher des diplomates, de débaucher des polytechniciens, de débaucher des gens dans les grandes administrations et notamment dans l'économie. Ah, j'ai pas de chance, je suis polytechnicien et diplomate et ils n'ont pas cherché à me corrompre. Donc je le signale à l'écran, j'ai mon compte en banque. Non mais il y a... C'est très intéressant ce que font les Russes, parce que les Russes ont tiré, je dirais, les leçons de l'effondrement de leur empire en passant d'un type de guerre avec les chars à un type de guerre, cette fameuse guerre hybride qu'ils pratiquent à tout venant. Donc, à la fois finalement de l'espionnage de manière assez classique, hein, mais aussi toutes ces manœuvres pour déstabiliser nos démocraties, le financement de partis politiques, et ils jouent un peu sur du velours, parce que en face, vous avez une Europe qui est malade. Vous avez une société européenne qui est malade. Vous avez nos démocraties libérales qui, partout, sont en train de vaciller. Quand même, aujourd'hui, imaginez qu'en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France, l'extrême droite pro-russe est en tête dans les sondages. Comment est-ce que vous expliquez ce côté un peu bas de gamme, un peu voyou de bas étage? Parce que là, on n'est pas... C'était quoi, les 5 de Cambridge, les grands intellectuels qui avaient été recrutés chez les Anglais? Ah, entre le colleur d'affiche, la dame du chose machin humanitaire, enfin tout ça en plus très cousu de fil blanc. Là, on est là c'est exactement comme une sorte des mains rouges, des étoiles de David, des cercueils en carton-pâte sur la Tour Eiffel. Il y a ça, et en même temps des opérations très sophistiquées, et il y a ça qui est tellement bas de gamme. Ils jouent sur tous les, ils jouent sur toute l'ampleur, tout ce qu'ils peuvent faire, et ils le font, en se disant que il y a aussi un effet ça s'ajoute. Les uns s'ajoutent, tout s'ajoute aux autres comme étant une sorte, jusqu'à atteindre une masse critique qui peut éventuellement déstabiliser nos sociétés. De ce point de vue-là, est-ce qu'il y a une forme de dégradation même de cet empire? Quand on rappelle ce qu'a été l'influence soviétique en France, j'aimerais qu'on rappelle 3 visages. Les plus grands intellectuels à l'époque, ça c'était de la guerre informationnelle, alors c'était un peu autre chose que l'association SOS Donbass et le colleur d'affiche. Sartre, qui disait la liberté d'expression est totale en URSS, dans les années 50 de libération. Aragon, qui a fait des poèmes épouvantable pour dire vive le GPU, et qui vantait les génocides soviétiques. Éluard, le gentil Éluard, vous savez, qui a écrit Le cerveau d'amour de Staline. C'était d'un autre niveau qu'aujourd'hui. Oui, bah alors parce que justement, au fond, l'aspect idéologique. La Russie, à cette époque-là, portait une idéologie, le communisme. Et je me rappelle, j'ai une anecdote où il y avait des scouts qui avaient été invités à une fête communiste et en sortant, ils avaient dit ça a l'air vachement sympa le communisme. Hein. Donc voilà, il y avait une offensive. Et après le nazisme, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait un incroyable statut de l'Union soviétique jusqu'au fameux discours de 56, le discours de déstalinisation.
Là, vous avez un autre type d'idéologie qui est l'idéologie réactionnaire. Et ça, c'est le génie quand même d'un ancien agent du KGB, le KGB qui a fusillé des milliers de moines, de prêtres et d'évêques, de devenir le parfait représentant de la chrétienté occidentale face à une Europe qui est totalement pourrie par le LGBT, les théories du genre, etc. Et vous avez en France, leur discours, oui. Ça marche. Avec certains Français, on le voit bien, à l'extrême droite en particulier, sur une certaine chaîne de télévision, ça marche. Est-ce qu'il y a une dimension de race, disons les choses? On voit à quel point la race revient. Moi, je suis d'une génération dans les années 80, je me rappelle, j'avais des professeurs de géographie qui disaient, vous allez voir, au XXIe siècle, on ne repérera même plus la couleur de peau des gens, ce ne sera plus du tout une question. Or, on voit qu'aux États-Unis, les Chinois, en Chine, une question très importante de l'origine, aux États-Unis, en Afrique, partout, en réalité, est-ce qu'il y a une partie des opinions qui, c'est la grande inquiétude due à la migration, qui se sent plus proche pour ces raisons-là des Russes? C'est évident. Vous avez, au fond, il y a une double révolte sur laquelle surfe l'extrême droite. Il y a la révolte économique et la révolte identitaire. Vous avez cette révolte identitaire, on n'est plus chez nous, on n'a plus de frontières. D'un seul coup, vous avez un pays où il y a 4% de Français qui vont à la messe, ce pays découvre que c'est un pays chrétien. Vous avez même un homme politique qui n'est même pas chrétien, qui dit il faut rendre la France au christianisme. On voit bien que c'est pas le christianisme du Christ, c'est pas les béatitudes de Saint Matthieu. C'est en réalité une identité, l'identité blanche chrétienne totalement fantasmée. Le christianisme a servi à tout. Vraiment... Même Béni des Canons aussi au nom du christianisme. Ils étaient tout aussi chrétiens. Ouais. Non mais je savais que vous irez Et donc voilà, on est en effet qu'ils soient blancs. D'ailleurs au début, la manière dont les Ukrainiens même ont été accueillis dans nos sociétés, ça facilitait le fait qu'ils soient blancs et chrétiens. Il y a ce retour de crispation autour du thème identitaire. Et le père Poutine sait très bien jouer là-dessus. Demain, les annonces du président de la République, on verra ce qu'il dit exactement, mais enfin, le profil des annonces est déjà connu en gros, c'est-à-dire le retour d'un service militaire volontaire pour l'instant. Est-ce que c'est le prodrome à autre chose, c'est-à-dire le retour à une mobilisation vers une guerre possible? Non, vous savez, c'est ce que je reprocherais au général Mandon dans son expression. Il faut faire de l'expression positive et jamais négative. Et donc, au fond, c'est simple. Si vous voulez la paix, la France veut la paix. Si vous voulez la paix, vous devez préparer la guerre. C'est le vieux proverbe qui reste au présent. Et la meilleure manière d'abriter les Français de la paix, c'est justement cet effort militaire, également en termes d'effectifs, puisque nous revenons aussi à une guerre d'effectifs. Ce qui se passe en Ukraine, c'est une guerre d'effectifs. Il y a un affolement. Hier, j'étais frappé sur notre plateau. Samantha Benderne, qui est vraiment pas suspecte d'être pro-russe ou d'essayer d'attiser, disons, une peur irraisonnée, disait oui, il y a une panique, c'est le mot qu'elle utilisait. Il y a une panique. Certains états-majors, certains à l'Ouest, considèrent qu'on n'est pas prêt. Oui, on n'est pas prêt et on n'a que 3 ou 4 ans devant nous pour nous préparer. Et comme je le disais, on n'est pas assuré que nos sociétés soient prêtes à cet effort. Ça paraît une folie. Ça paraît une folie, vraiment. Parce que normalement, la base, disons, d'un État, c'est d'assurer sa sécurité intérieure et sa sécurité extérieure. Mais et là, ils n'ont pas été prévoyants. Et le problème, vous savez, c'est comme Édouard Daladier en 1937, 38 et 39. C'est-à-dire qu'il savait quels étaient les problèmes, mais il savait que les Français ne voulaient pas se battre, pas à cause des souffrances de la Première Guerre mondiale. Eh bien, aujourd'hui, les Français ne veulent pas se battre à cause de la vie de confort dans laquelle les habitudes qu'ils ont depuis 1945. Donc, il faut les réveiller. Alors, ils peuvent se réveiller. On est en 2025, donc on a devant nous plusieurs années. Mais ça veut dire aussi qu'il faut trouver le bon discours pour le faire. Et le bon discours pour le faire, c'est pas de dire vos enfants vont mourir. C'est d'avoir un discours qui soit positif et un discours qui soit aussi endossé par tous les partis politiques. Et hélas, nous avons au moins 2 grands partis politiques qui ne sont pas dans cette vision. Est-ce qu'il y a même une vision un peu fantasmatique? Dans quelques instants, on va s'attarder avec Bernard Kouchner, avec Niagale Bagayoko, avec le général Vincent Desportes, l'ancien directeur de l'école de guerre, sur la dimension vraiment militaire de ce que nous vivons. Le vieux fantasme, en partie vrai, de ce qui vient de l'Est et qui est
plus brutale, plus désinhibée, avec des armées qui sont capables, et les Ukrainiens et les Russes d'ailleurs, qui ont acquis qui sont très aguerris. Alors que nous sommes un peu amollis. Ah ben évidemment il y a une expérience et il faudra acquérir certains. Mais cela étant, lorsque le pays est envahi ou lorsque le pays est menacé, les Français savent se retrouver. Ils savent apprendre. Le PIB de l'Union européenne, c'est plusieurs fois le PIB de la Russie. Et vous me connaissez, moi, je fais confiance en notre vieux pays. Et pourtant, vous avez écrit un livre très fort sur ce qui s'est passé en 1940, qui reste quand même, et on le voit, le président de la République aussi, il fait régulièrement référence, le traumatisme originel, où un pays, tous ceux qui avaient l'âge de le vivre disaient, on était dans l'idée que nous étions imbattables. C'était même pas imaginable que la France perde. Et les autres aussi d'ailleurs. Et là, les Allemands, les premiers, étaient très inquiets de leur face-à-face avec l'armée française. Cela étant, moi j'écris dans mon dernier livre que pour moi, vous savez, le retour de la Rhénanie en 1936, le réarmement de la Rhénanie, qui était le dernier moment où nous pouvions arrêter, je pense que pour nous, ce serait défendre l'Estonie. Que pour nous, l'Estonie, c'est... quoi que vaille le parallèle, pour nous défendre l'Estonie, ça correspondrait à arrêter les Russes, pour dire vous n'allez pas plus loin. Ce serait le test de vérité. Je pense que ce serait le test de vérité.